Je suis très heureux d'être aux côtés de ma ministre déléguée aux collectivités territoriales avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis 500 jours, désormais au sein du pôle de l'écologie et de la cohésion des territoires. Et je suis très heureux de me retrouver avec la présidente, reconduite très très récemment dans ses fonctions pour un nouveau mandat, ici, dans ce qui est le cœur battant de Météo France, dans un lieu qui depuis le début de mes responsabilités évoque aussi bien la nécessité d'acheter une bouée au large de la Corse pour améliorer les prévisions, les sujets sur les arbitrages sur le supercalculateur, et je le dis dans un contexte où je m'honore d'être le Premier ministre depuis longtemps qui n'a pas supprimé de poste dans cette maison, mais qui en a créé, puisqu'après les 23 postes de l'année 2023, ce sont 25 postes qui seront créés l'année prochaine, de manière à ce que, dans cette lutte contre le dérèglement climatique, cette maison qui est à la fois une vigie sur ce qui arrive, une mémoire de ce que nous avons vécu, et un formidable conseiller de la façon d'anticiper ou d'accompagner ces évolutions, elle doit non seulement être soutenue, mais être accompagnée. À l'occasion de ce déplacement, c'est aussi l'occasion de faire le bilan climatique de cette année 2023. Une année 2023 qui a été marquée, malheureusement, à nouveau, par des records de température multiples qui viennent une fois de plus souligner pas seulement le dérèglement climatique, mais l'accélération de ce dérèglement climatique. Et qu'on soit capable de se dire ça à quelques jours, au moment où commence la COP 28, ça a évidemment une importance, puisque ce sont bien ces données scientifiques qui devraient constituer la plus prégnante des urgences à agir. On a des chiffres, on les compare par rapport à des périodes, donc il n'y a pas de place théoriquement pour le doute ou pour le relativisme quand vous regardez ces réalités. Et ces réalités, c'est quoi? C'est que l'année 2023, elle est partie pour être la deuxième plus chaude que notre pays n'ait jamais enregistrée. Et si je vous dis que 3 des 4 dernières années sont dans les années les plus chaudes que notre pays a connues, vous comprenez bien que ce n'est pas juste une anomalie statistique, mais que c'est bien une tendance de fond qui est en train de se matérialiser et malheureusement de s'accentuer. La différence entre la météo et le climat, je la connais parfaitement. C'est pas parce qu'il y a un jour où il fait mauvais qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Et c'est donc pour ça qu'on a besoin de replacer les choses dans le temps long, dans ces successions de prévisions météorologiques, et pas de se contenter du constat que, au motif qu'on a eu une semaine un peu plus froide ou un jour de pluie, on n'aurait pas besoin de s'adapter ou de faire en sorte de bouger. Mais quand on met ça en perspective, je dois dire que c'est assez saisissant. Et je vais laisser Virginie Schwartz nous faire cette mise en perspective. Et puis si ensuite il y a quelques questions, on les prendra volontiers. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Donc effectivement, pour compléter les propos du Ministre sur cette année climatique 2023, le Ministre vous l'a dit, même avec un mois de décembre qui serait 2 degrés plus chaud ou 2 degrés plus froid que les normales, l'année 2023 se classera au 2e rang des années les plus chaudes, donc derrière 2022, devant 2020. Donc effectivement, on est vraiment dans une série d'années chaudes. Quand on regarde plus particulièrement les 10 années les plus chaudes, on voit que 9 des 10 années les plus chaudes depuis 1900 sont postérieures à 2010. Et comme vous l'a dit le ministre, les 3 années les plus chaudes se sont passées dans les 4 dernières années. Cette tendance, on la trouve encore remarquable, même si plusieurs années de suite ça se répète, elle est encore remarquable par rapport au climat d'aujourd'hui. Elle pourrait devenir une année normale en milieu de siècle si les efforts suffisants ne sont pas menés dans le monde en matière d'atténuation du changement climatique, et donc en particulier dans le contexte qui est celui de la trajectoire de référence de l'adaptation au changement climatique qui a été impulsée par Monsieur le Ministre et qui nous donne un cadre de référence pour mener toutes les actions d'adaptation. Donc ce cadre de référence qui est un réchauffement pour la France de 2,7 degrés en milieu de siècle, les projections climatiques que nous réalisons montrent que l'année 2023 du coup deviendrait une année normale.
Et dans cette évolution vers des années de réchauffement climatique, forcément, il y aura des records qui seront battus de plus en plus. En fait, ce graphique me rappelle une donnée qui est très absente du débat médiatique. Tout le monde a en tête le plus 1,5, surtout à l'approche de la COP. Mais personne ne sait plus 1,5 par rapport à quoi. Et là, vous avez sous les yeux, c'est pas plus 1,5 par rapport aux 25 degrés de l'été. C'est plus 1,5 par rapport à une moyenne de température quand on compare à 1990, qui fait que ça fait déjà 10% d'augmentation de la température, 1,5 par rapport à ce dont on discutait, même un peu plus, puisqu'on a une moyenne de température longue qui tourne plutôt aux alentours des 13 degrés que de ce qu'on est aujourd'hui en train de constater. Donc, imaginez qu'on irait vers les 4 degrés, il faut imaginer ce que ça représente en basculement en termes statistiques, pas seulement par rapport à une pointe de chaleur sur un jour donné. Je me permets de le dire parce que c'est totalement entré dans le débat, plus 1,5, plus 2, etc. Mais comme la référence n'existe pas, on ne se rend pas compte de ce que ça représente en plus en termes d'ampleur. Pardon. Merci, monsieur le ministre. Donc avec, dans cette année globalement chaude, on a aussi eu des records de température qui ont été battus. Vous voyez ici les points de couleur qui les matérialisent. Et on a aussi eu une vague de chaleur particulièrement exceptionnelle parce qu'elle s'est positionnée à la fin du mois d'août, donc sur la deuxième quinzaine du mois d'août. La vague de chaleur la plus longue, la plus intense jamais observée. Des niveaux de chaleur vraiment inédits qui ont été atteints. Et par exemple, ici à Toulouse, où on a atteint 42,4 degrés le 23 août, alors que le record, entre guillemets, et c'est vraiment pas un joli mot quand on parle de choses aussi négatives, mais le niveau de température le plus élevé qu'on avait atteint précédemment à Toulouse, c'était 40,7 degrés en août 2003. Donc vous voyez, plus d'1,5 degré de plus par rapport au niveau précédent. Ça, c'est vrai sur les températures de jour, mais c'est vrai aussi sur les températures la nuit. Le même jour du 23 août, ici à Toulouse, on avait atteint 27,4, alors qu'on sait que les températures de nuit sont très importantes en termes de santé publique. C'est ça qui fait que l'organisme va pouvoir récupérer des chaleurs du jour ou pas. Et l'écart sur les températures de nuit est également très fort, puisque l'écart, la température de référence précédente, c'était 24,6, donc presque 3 degrés d'écart par rapport à ce niveau précédent. Ces températures anormalement élevées, elles se sont ensuite poursuivies jusqu'à mi-octobre. On a eu le mois de septembre le plus chaud de tous les temps. On a eu le deuxième mois d'octobre le plus chaud. Et donc finalement un automne qui sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900. Des extrêmes chauds très tard dans l'année, vous le voyez sur le graphe, ça c'est les records de température à plus de 30 degrés battus en octobre. On voit immédiatement que 2023 est complètement hors norme. Ça c'est aussi ce à quoi pourrait nous amener le changement climatique. Ce sont des extrêmes chauds de température de plus en plus tard dans la saison. En matière de précipitation, quand on regarde en moyenne, on pourrait se dire la pluviométrie de l'année 2023 est proche de la normale, donc rien de particulier. Mais en fait, on a eu des variations, des contrastes à la fois géographiques entre le nord et le sud de la France, et puis entre les périodes qui ont été très très forts. Vous le voyez sur ces cartes. En vert, les endroits et les périodes qui sont plus humides que la normale. En marron, celles qui sont plus sèches. Voilà, et on voit qu'on a eu des périodes où c'était le nord qui était plus humide, le sud plus sèche, mais aussi des périodes où c'était l'inverse, avec des alternances. Aujourd'hui, en fin d'année, des conditions d'humidité des sols qui sont revenues à la normale ou même un peu plus humides dans l'essentiel de la France. Par contre, autour de l'arc méditerranéen et en particulier sur le Languedoc-Roussillon, on voit qu'on a eu vraiment une année où la sécheresse a été permanente pour la deuxième année de suite. Donc là, on est vraiment sur des conditions particulières. Et puis, on souligne aussi que si les sols sont revenus à des situations de sécheresse normaux ou un peu plus humides, les nappes, elles, continuent à être en dessous de leur normal, comme le montrent
le suivi qui est fait par nos collègues du BRGM. Ces chiffres au 1er novembre, tout laisse penser qu'on aura quand même une amélioration des nappes au 1er décembre quand on les constatera, mais on a toujours une dizaine de jours pour aller relever les piézomètres, y compris parce que toutes les nappes ne sont pas inertielles ou réactives, et donc que pour certaines, on a un délai entre le moment où la pluie arrive et le moment où elle se recharge. Mais la sécheresse a été tellement violente pendant l'été 2022, on a encore eu 15 mois sous les normales, et donc on a une situation de sécheresse qui perdure. Je suis juste un peu plus prudent sur la suite. On a également eu pendant cet automne des tempêtes qui se sont succédées, Ciarán, Domingos, Federico au mois de novembre, donc après la période de douceur, voilà, ça a été le retour à des conditions beaucoup plus automnales et parfois violentes, avec en particulier la tempête Ciarán les 1er et 2 novembre, qui a été une tempête très intense sur la Bretagne, la plus sévère qu'on ait connue depuis 1987 sur la Bretagne, et même sur le nord du Finistère et le littoral des Côtes d'Armor. On a battu en fait les records de vent de 1987. Voilà, une tempête qui a également marqué le reste du territoire, mais de façon moins intense. Il y a parfois eu des comparaisons avec les tempêtes de décembre 99. On peut se souvenir que, voilà, pour Ciarán, on avait 3 départements en vigilance rouge, là où on en aurait eu 47 pour les Lothar et Martin. Donc on est sur une échelle géographique qui est différente, mais par contre, sur les départements les plus touchés, on a été effectivement sur des intensités considérables en termes de vent. On a également eu dans cet automne très agité des précipitations très importantes à partir de mi-octobre, avec cette séquence de 32 jours consécutifs de précipitations. Ce que vous voyez sur le graphe, ce sont tous les épisodes de pluie d'au moins 25 jours consécutifs depuis 1958. Vous voyez que 32 jours, c'est le record qu'on n'avait atteint qu'une fois en 1988. Et quand on l'avait atteint en 1988, c'était avec une intensité qui était moindre. Donc on est vraiment sur un épisode de pluie qu'on n'avait jamais connu, avec les conséquences en termes d'importantes inondations dans les nombreuses régions, en particulier les Hauts-de-France, malheureusement. Là aussi, l'augmentation des contrastes hydrologiques, l'augmentation des contrastes d'une part en termes de sécheresse, mais d'autre part en termes de précipitations et d'inondations, ça aussi, c'est ce qu'on retrouve dans les projections climatiques, avec une augmentation en particulier des précipitations intenses qui est déjà constatée aujourd'hui et qui risque de s'aggraver. Voilà, Monsieur le Ministre, pour donner les principaux éléments de ce bilan. Et donc, si voilà, vous souhaitez répondre à quelques questions. Non, mais s'il y a des questions, on prend s'il n'y en a pas. Tout ça est clair. Ce qu'on observe correspond aux tendances des projections climatiques, c'est ce qu'on a montré aux différentes étapes. Après, la variabilité annuelle du climat, on sait que c'est quelque chose qui existe toujours, Monsieur le Ministre l'a rappelé. Malgré tout, il y a des événements qui sont exceptionnels. La vague de chaleur de la fin de l'été, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé pour faire l'étude d'attribution au changement climatique. Voilà, ce qu'on arrive à dire, c'est que la probabilité, donc on va sortir très prochainement les résultats, mais je vous donne un petit peu de teasing, la probabilité que cet événement se soit produit dans un monde, elle a été multipliée par 100, même peut-être un peu plus de 100 par le réchauffement climatique. Donc oui, ça c'est exceptionnel. On regarde la probabilité qu'un événement se produise. Donc la vague de chaleur qui s'est produite sur la deuxième partie de l'été, elle aurait eu 100 fois moins, je vais arrondir à 100, 100 fois moins de chances de se produire dans un monde pré-industriel, donc avant le réchauffement climatique.
c'est autre chose. Je rappelle juste que quand tous les chiffres seront consolidés, 2023 sera l'année la plus chaude enregistrée à l'échelle de la planète. C'est la deuxième plus chaude pour notre pays, mais on est d'ores et déjà certain que ce sera la plus chaude à l'échelle du monde. Pour remettre ça en termes de contexte et pour montrer que malheureusement ce que nous vivons n'est pas une anomalie statistique ou géographique. Nous, on a vécu une année tellement chaude en 2022 que 2023, bien qu'elle soit très chaude, est un peu moins chaude que 2022. Mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas. Et El Niño, qui produit en plus des effets de renforcement de température en fin d'année dans les parties du globe qui correspondent à l'été, et je pense à l'Amérique du Sud en disant ça, fait qu'en plus on va partir sur des standards très élevés pour 2024, puisque le fait d'avoir ce phénomène qui s'ajoute à ce dérèglement climatique et à cette augmentation des températures, on voit bien à quel point effectivement tout ça se renforce. Pour être très concret, je ne suis pas là d'abord, je ne suis pas venu pour présenter le bilan climatique de Météo France. La présidente et les équipes n'ont absolument pas besoin de ça. Le fait est que cet après-midi, c'est l'installation de la COP territoriale Occitanie, quelques jours après la région Sud et avant la région Aquitaine demain. Et donc, quitte à être là au moment où ça correspond à une tradition de présentation, et parce que j'avais posé le principe qu'il était impossible que je vienne à Toulouse sans passer par Météo France, sans saluer les équipes et sans voir de l'intérieur le cœur du réacteur de cette formidable maison, on m'a autorisé à assister à la conférence de presse ici avec un micro dans la main au lieu de le faire au milieu de vous avec un carnet et un crayon. Je vais avoir l'occasion d'abord de les écouter parce que ce que je comprends, c'est que j'ai lu dans la presse des choses qui ne correspondent pas exactement au ressenti qu'on m'a décrit. En particulier qu'on se plaignait de suppression d'effectifs. Je le redis, à la fin de l'année 2024, c'est 50 postes qui ont été recréés ici. Au moment où on augmente considérablement les moyens d'investissement avec ce nouveau supercalculateur. Et en vrai, c'est pas l'un ou l'autre. On a besoin des deux. Sans davantage de capacité de calcul aujourd'hui, on a un service météo qui est parmi les meilleurs au monde. Tous les pays investissent dans des moyens qui leur permettent d'avoir des prévisions qui sont de plus en plus fiables. Et on ne peut pas à la fois, au moment où on a des phénomènes dont les conséquences et les risques sont de plus en plus importants, baisser la garde sur notre capacité à les anticiper, à les prévoir, et donc à conserver le niveau que nous avons à l'heure actuelle. Et en parallèle, on ne peut pas mener une guerre contre les règlements climatiques si on n'a pas de soldats pour la conduire. Ceux qui assurent le job de prévisionniste, ceux qui travaillent à Météo France, mais je pourrais le dire pour ceux qui travaillent à l'ONF, à l'OFB, et je le dis en étant d'autant plus à l'aise que c'est 760 postes que le ministère de l'écologie va créer aussi bien dans les préfectures pour être capable d'accompagner les collectivités locales sous la houlette de Dominique Faure qu'auprès des opérateurs. C'est un des leviers clés de l'action. Ensuite, comme dans toutes les transitions, de ce que je comprends, le passage de l'un à l'autre des modèles, il engendre des vertiges, des complexités et manifestement des risques de maladaptation, pour rester dans du vocabulaire que tout le monde ici comprend. Et je suis pressé de cet échange. Et à vrai dire, je vais l'avoir avec eux, et pas totalement avec vous, monsieur Barrou, mais après, vous me reposerez la question.